Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je m'appelle Jérémy de Souza et aujourd'hui, je vais vous emmener en exposition avec moi. En expédition. Je vais vous raconter comment j'ai intégré 20 millions de pages en utilisant Temporal. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous parler du projet en lui-même. Le projet, il consistait à intégrer 150 Tera d'archives, des archives de la presse française qui dataient des années 1600 jusqu'à 1950. Et pour pas que ce soit trop simple, ces archives devaient respecter deux types de flux différents. Dans ces archives, on pouvait retrouver des fichiers structurés avec du XML ou du JSON, des fichiers non structurés avec des PDF ou des images, et même parfois il y avait des fichiers qui n'étaient pas forcément prévus. Mais là, il fallait faire avec. Au niveau des contraintes, le client il souhaitait impérativement un hébergeur français. Donc ça, c'est cool, il n'y en a pas 50. Mon choix s'est rapidement fait et j'ai choisi Scaleway. La deuxième contrainte, c'est qu'il voulait que des solutions open source. Et donc, pour intégrer ces archives, je me suis appuyé sur Temporal. À main levée dans la salle, est-ce qu'il y en a qui connaissent Temporal? Ok, un peu moins de la moitié de la salle. Donc Temporal, c'est un outil qui permet d'orchestrer des workflows. C'est un outil qui va garantir l'exécution du code applicatif de manière durable. Et pour ça, il va sauvegarder l'état et il va s'appuyer sur un système de rejoue en cas d'erreur. Et donc l'objectif final de ces intégrations, c'était de les intégrer au fur et à mesure, au fil de l'eau, pour les mettre à disposition au travers d'une API ou d'une interface. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est l'interface de recherche qui permet de rechercher et de retrouver des pages. Et ce qu'on peut voir ici, c'est une liseuse PDF qui permet de consulter le contenu d'une page. Donc là, clairement, j'avais tout pour faire une belle usine à gaz. Et pour éviter ça, j'ai mis en place une architecture plus ou moins bien rodée. Donc première section, le montage du moteur. Temporal, j'en ai déjà parlé. J'ai déployé des workers, qui sont les programmes qui permettent d'exécuter les workflows et les activités, et des microservices pour servir l'API. Et donc ces trois composants, ils sont déployés dans un cluster Cube chez Scaleway, et ils s'appuient sur des solutions managées, une base de données Postgre et un S3. Donc à partir de maintenant, je vais me concentrer essentiellement sur Temporal et sur les workers. Et j'ai découpé mes processus comme ceci, de manière indépendante. J'ai mon premier processus que j'ai appelé le collecteur. C'est un scheduler qui va s'exécuter toutes les 15 secondes. Et lui, son rôle, il va aller récupérer les archives sur les repos de mon client pour les mettre à ma disposition sur mes repos internes. Comme ça, au moins, j'ai tout à ma disposition et je peux faire ce que je veux avec. Le deuxième processus, le watcher, c'est aussi un scheduler qui va s'exécuter toutes les 15 secondes. Et lui, son rôle, ça va être de détecter les nouvelles archives qui arrivent et de lancer les traitements dessus. C'est donc lui qui va gérer la cadence et les priorités sur les traitements des archives. Et enfin, le dernier processus, c'est le workflow d'intégration, c'est le cœur du réacteur. C'est celui qui va transformer l'archive brute en données exploitables, qui vont être servies par l'API. Donc maintenant, je vais rentrer plus en détail sur ce workflow d'intégration et je vais vous détailler l'intérieur de ce workflow. Donc le premier workflow, il est très simple. C'est un workflow qui va simplement dézipper l'archive et mettre le contenu des fichiers sur le S3. Ensuite, on va avoir un deuxième workflow qui, lui, va valider le fascicule. Donc j'ai une activité à l'intérieur qui va vérifier que les fichiers dans l'archive sont valides. C'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas une certaine taille, qu'ils ne sont pas corrompus, ou tout un tas d'autres vérifications. Ensuite, on va instancier plusieurs workflows de manière asynchrone qui vont permettre de traiter unitairement une page. Et donc là, on va retrouver différentes activités. La première activité, elle va d'abord valider que les fichiers pour la page ils sont bien valides. Par exemple, que le fichier XML respecte bien la XSD. Ensuite, on va convertir les fichiers. On va convertir les fichiers PDF en fichiers texte, par exemple. Et enfin, de manière optionnelle, on va potentiellement enrichir la page. Dans ce cas-là, par exemple, on va catégoriser une page pour avoir plus d'éléments dans la recherche. On va pouvoir aussi extraire les entités nommées, de type personne, organisation ou lieu. Et enfin, étant donné qu'on a deux types de flux en entrée, on va normaliser les fichiers construits pour que l'API ait qu'un seul type de fichier à traiter. Donc une fois qu'on a traité toutes les pages,
on va rentrer un peu plus finement et on va traiter tous les articles qui se trouvent dans la page. Donc là, je ne vous redétaille pas, on va retrouver à peu près les mêmes activités. Et enfin, une fois que tout s'est bien passé, à ce moment-là, on va tout persister. On va sauvegarder les données dans la base de données, on va sauvegarder les documents dans le moteur de recherche, les différents fichiers textuels dans le S3. Allez, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. La deuxième section, donc les ratés quand j'ai mis le contact. En 2022, quand j'ai initialisé le projet, le moteur temporel il fonctionnait bien, mais tout l'écosystème autour, c'est bizarre ces flashs, mais tout l'écosystème autour, ça déconnait. Je me rappelle de l'interface justement qui affichait des pages blanches des fois quand je cliquais sur des liens, ou les schedulers où j'étais obligé de les supprimer, de les recréer tous les 2-3 jours pour qu'ils fonctionnent comme il faut, ce qui n'était pas terrible pour un système que je voulais au maximum automatiser. Il n'y avait pas de SDK Kotlin aussi, donc j'ai dû travailler avec le SDK Java et bidouiller un petit peu pour que ça fonctionne. En 2023, j'ai fait une mise à jour, et là clairement ça allait beaucoup mieux. Il y a eu des grosses levées de fonds qui ont été faites auprès de Temporal. Ça a permis de structurer le produit et de le fiabiliser. Je vais maintenant vous parler du deuxième problème. C'est une belle erreur de débutant que j'ai faite et j'aurais préféré l'éviter. Donc ça, c'est ce que je pouvais avoir à l'affichage sur certaines pages. Et en fait, dans mon workflow qui permettait de traiter les pages, j'ai une activité qui consistait à lire le fichier XML pour reconstruire le texte. Et le problème, c'est que moi, dans tous les cas, je lisais ces fichiers XML en UTF-8. Et il y en avait certains qui étaient encodés en ISO. Et ça, je m'en suis aperçu à la fin, quand j'avais intégré mes 18 millions de pages. Du coup, la solution, ça a été de faire un workflow poubelle, enfin que j'ai appelé poubelle, qui m'a permis de rattraper ces fichiers XML. Et donc, ça m'a permis de rattraper 2 millions de pages. Mon troisième problème, l'art de créer des boucles infinies. Donc, je vous explique un petit peu la situation. À ce moment-là, on se trouve dans le workflow pour sauvegarder le fascicule. Et j'ai une activité qui va d'abord enregistrer les métadonnées de ma page en base de données. C'est la première opération. La deuxième opération, elle va enregistrer les métadonnées des articles qui sont rattachés à cette page. Sauf que là, pour X ou Y raison, la base de données, elle peut ne pas répondre. Dans ce cas-là, Temporal, il joue son rôle, il retry. Et à ce compte-là, je me retrouve avec une boucle infinie parce que la première insertion, elle ne fonctionne plus parce que l'entité existe déjà en base de données. Donc la solution que j'ai mise en place, c'est de passer toutes mes insertions en upsert. Le gros avantage de cette solution, c'est qu'au moins si je voulais rejouer une archive, elle pouvait passer sans problème, ça permettait de mettre à jour les données qu'il y avait dedans. Mais mon erreur préférée, c'est quand j'ai voulu passer à l'échelle. Donc je vous explique le contexte. Là, à ce moment-là du projet, les intégrations, elles fonctionnaient plutôt bien. J'avais quelques erreurs, mais avec la mécanique de retry, ça aboutissait. Le client, comme beaucoup de clients, il veut que j'accélère, donc je passe la deuxième, et je passe de 5 workers à 50 workers. Et le problème que j'avais, c'est que mes workers, c'était des applications Spring. Et Spring, par défaut, il instancie un pool de 20 connexions à la base de données. Donc je me retrouvais à demander 1000 connexions à la base de données. Donc, la solution que j'ai mise en place, la première idée qui m'a pas traversé l'esprit, ça a été de me dire je vais modifier la configuration de la base de données pour augmenter à 1000 connexions possibles. Mais on sait très bien que sur du long terme, ce n'est pas une bonne solution. Du coup, la bonne solution, en tout cas la solution que j'ai mise en place, c'était de sortir la connexion de la base de données. J'ai créé un microservice type CRUD qui faisait les opérations en base de données. Et donc, mes workflows s'appuyaient sur ce microservice. La vraie solution, je pense, je l'ai découverte en faisant cette présentation, ça aurait été plutôt d'utiliser un pooler externe de connexion type pgbouncer. Voilà, donc ça c'était un beau crash. Et quand ce n'est pas la BDD qui tombe, c'est les workers eux-mêmes. Ça, c'est ce que je pouvais intégrer, le nombre de pages que je pouvais intégrer sur une semaine. Donc il y a des jours, ça marchait bien, je montais à 20 000 pages intégrées. Et il y a des jours, ça marchait moins bien, je tombais à 5 000. Et le gros problème, c'est que c'était hyper aléatoire. Du coup, il y avait un problème derrière. Et donc, ce qui se passait, en fait, c'est que dans mon workflow, toujours pour traiter les pages, j'ai plusieurs activités qui faisaient du traitement d'images. Et le traitement d'images dans l'écosystème JVM, ce n'est pas le plus adapté. Ça consomme beaucoup de ressources. Et donc, j'avais beaucoup de mes workers qui crashaient parce qu'ils atteignaient la limite de la mémoire qu'ils pouvaient utiliser.
Et concrètement, ce qui se passait derrière, c'est que temporal, il ne sait pas tout de suite que le worker il est plus disponible. Donc les workflows et les activités qui étaient rattachées à ce worker, ils étaient bloqués. Et ils devaient attendre d'atteindre leur timeout avant de se voir attribuer un nouveau worker pour à ce moment-là pouvoir avancer. C'est ce qui explique cette différence dans le graphique. La solution, ça a été de bien calibrer les timeouts, pas trop long pour éviter ce genre de problématique, pas trop court pour éviter que si le système y ralentit, qu'on rejoue trop tôt. Et la deuxième solution, elle peut paraître simple, mais elle n'est pas vraiment évidente, c'est de bien configurer les ressources. Bien configurer la mémoire, la CPU notamment, pour faire en sorte que ces workers ils tournent bien sans cracher. Avant-dernière galère, une imitation de temporal. Alors là, on ne voit pas très bien, mais ça, c'est la page que j'ai intégrée qui a le plus de mots dans mon système. Et en fait, le problème que j'avais, c'est que la serialisation de cette page avec tous les mots, leur position géographique et leurs synonymes, ça représentait plus de 5 mégas. Et 5 mégas, c'est la limite que je peux mettre dans les paramètres de mes activités. Du coup, pour pallier à ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai serialiser ces informations dans un fichier JSON que j'ai enregistré dans le S3. Et finalement, je vais passer directement les URL de mon S3 dans les paramètres de mes activités. Comme ça, au moins, j'avais plus de problème de taille. Sauf que du coup, fonctionner comme ça, ça crée mon dernier problème. Je me suis retrouvé à DDoS mon propre S3. Heureusement, ce n'est pas moi qui le gérais, c'est Scaleway. Merci à eux, ils ont bien assuré le coup. Et pour ça, donc, on revient dans le workflow pour traiter les pages. Et j'ai une activité pour la liseuse PDF qui va découper une image en très grande qualité, en plein de petites tuiles. Pour que dans la liseuse PDF, au fur et à mesure que l'utilisateur va zoomer dans la liseuse, on va charger justement ces tuiles au fur et à mesure. Donc concrètement, je me retrouvais à faire un download de 30 mégas et plusieurs centaines, voire 200 KO, upload de centaines de KO. Donc concrètement, avec mes traitements de pages en asynchrone, je faisais des milliers de requêtes au S3 par seconde et j'ai fait tomber le S3. La solution, c'est le petit programme que j'ai mis à travers ce QR code là. C'est un serveur Nginx que j'ai mis dans le cluster Cube qui fait office de gateway avant d'appeler le S3 et qui va stocker les fichiers directement en local sur disque. Comme ça, au moins, il peut les mettre à disposition directement depuis le disque s'il les a. Et sinon, il va aller appeler le S3 pour les rendre et puis se les mettre dans le cache. Ok, donc là, ça y est, le moteur il est réparé, l'architecture elle tient bien la charge. Comment est-ce qu'on pilote ce bolide au quotidien? Donc ce qu'on a pu voir à travers ces erreurs, c'est que c'est dur de tout anticiper et qu'il y a pas mal de problèmes qui arrivent, notamment quand on scale. Du coup, pour éviter d'avoir trop de problèmes, j'ai joué avec 3 leviers. J'y suis allé par itération et j'ai joué avec 3 leviers. Le premier levier, c'est l'analyse. Je me suis beaucoup appuyé sur l'interface temporale qui m'a permis d'identifier les workflows et les activités qui étaient longues ou qui tombaient souvent en erreur. Je me suis aussi appuyé sur les métriques temporales qui sont mises à disposition par l'outil, qui apportent pas mal d'informations. Donc une fois qu'on a identifié où se trouvent les problèmes, on va aller revoir le code pour l'optimiser. Et une fois qu'on a optimisé ça, à ce moment-là, on va scaler. On va scaler à la fois les workers et puis le nombre de workflows d'intégration en parallèle. Et on y va doucement. On ne fait pas un x10 comme je l'ai montré tout à l'heure. Allez, on arrive sur la ligne d'arrivée. Donc, qu'est-ce que ça donne en chiffres? Le premier flux, c'est 18 millions de pages intégrées en 10 mois. Ça représente à peu près 16 000 € de coût de compute. Donc ça dépend bien sûr des traitements qu'on va faire à l'intérieur. Et on a mis 2 mois de développement à 2-3 personnes, à peu près. Le deuxième flux, lui, il est toujours en cours. C'est 2 millions de pages intégrées depuis un peu plus de 2 ans. Et on a mis 1 mois de développement à 2 personnes. Donc ce qu'on peut ressortir de ces chiffres, c'est que le ticket d'entrée à temporal, il est élevé. Les coûts de compute, ils peuvent être aussi élevés en fonction de ce qu'on fait à l'intérieur. Et les temps de traitement, ils peuvent être aussi longs, surtout sur des volumétries comme ça. Et enfin, pour conclure, est-ce que je referai cette opération avec temporal? Oui.
Oui, clairement, dans un projet comme ceci, où on parle de millions d'intégrations, on a besoin d'un outil robuste. Du coup, Temporal, il s'y prête bien. Il y a tout ce qu'il faut pour déployer correctement, que ce soit en local, dans un cluster cube ou en Docker. L'interface web, j'en ai parlé, elle est vraiment top. Et enfin, pour moi, je le vois vraiment comme un outil qui est l'antithèse de l'IA magique. C'est un peu un concurrent plus ou moins indirect de N8N, dans le sens où ça permet de faire du sur-mesure, prédictible et maîtrisé. Il y a quelques points faibles quand même à cet outil. Temporal, c'est un tank. C'est assez dur à appréhender, comme j'en ai parlé juste avant. La définition des workflows et des activités, elle n'est pas toujours évidente. La limite entre les deux, elle n'est pas toujours évidente. Et la documentation, bien qu'elle se soit bien améliorée, elle n'est pas toujours encore pratique. Donc il faut bien la feuilleter pour la prendre en main. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez en discuter, je me ferai un grand plaisir d'en parler avec vous à la sortie, tout à l'heure. Et sinon, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, je pourrais aussi vous en parler, je me ferai un grand plaisir. Et merci au Tremplin aussi pour cette belle opportunité. Hein? Il reste un peu de temps? Et bah, apparemment, il nous reste un peu de temps, donc s'il y a quelques questions, je prends. Pourquoi le deuxième workflow il est aussi long par rapport au premier? Parce que... Ah, pardon. La question, c'est pourquoi le deuxième workflow d'intégration, enfin le deuxième flux, est plus long que le premier flux. En fait, il y a deux raisons à ça. C'est que le premier flux, on l'a intégré de manière continue, avec beaucoup de workers, ce qui a permis de traiter une grosse quantité. Le deuxième flux, on a beaucoup joué sur les priorités, justement pour les intégrer de manière secondaire, pour pouvoir les intégrer à la demande finalement. Donc on mettait beaucoup moins de workers et beaucoup moins de ressources derrière pour que ça avance. En plus de ça, le contenu des archives de ce deuxième flux, il était différent, il y avait des images beaucoup plus volumineuses. On avait des JP2 qui faisaient 30 mégas, voire 40, alors que dans le premier flux, c'était des fichiers PDF beaucoup plus faciles à travailler. Ouais. Est-ce qu'il y a une deuxième question ou c'est bon? Ok. Bah, merci à tous et à toutes.